Bonjour, bonjour le Mexique et l'Amérique latine, bonsoir la France. Nous sommes ici pour présenter une conversation avec Ecopola qui a pour titre Mamaraña, les pierres, art et survie par la poésie. Euh, donc, avant de commencer, nous devons remercier pour notre présence ici, César Salvatierra et Alan Morales, organisent toutes ces rencontres culturelles autour de la fête du livre, ainsi que Mónica García Diego et l'agence culturelle Rocío Esquivel, RE, agence culturelle. Donc, nous commençons. Ecopola, bonjour. Euh, je ne sais Bonjour, pas. bonsoir. euh, Il est Enchantée très d'être difficile de là. te présenter parce que tu es une femme absolument consacrée au talent et à la créativité et tu as toute une trajectoire d'artiste visuel, mais aussi d'artiste conceptuel et d'artiste, finalement, moi je dirais, tu es une espèce de philosophe de l'art, hein, ou de poète de l'art, non? Oui, c'est Euh, tout à fait ça. oui. Qui prend de beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis, je suis plutôt pluridisciplinaire. Je ne peux Oui, pas choisir. C'est impossible, n'est-ce pas? en effet. Bon. Alors, bon, parlons un peu de ton œuvre, justement, parce que, bon, Mamarañas, c'est vraiment l'aboutissement de toute une série Ah bon, d'aventures artistiques que tu as vécues et que tu as conçues, non? tout à fait. Et, et donc, ce serait intéressant de savoir un peu par où tu es passé, non? Laisse- Exactement. Laisse-moi dire un peu mon opinion là-dessus. J'ai l'impression que tu es une artiste qui, malgré le fait que je trouve que tu es une très bonne peintre et ta peinture est très, très intéressante, je crois que tu as très vite voulu dépasser le cadre de la toile, de la deuxième dimension, et pas seulement du point de vue plastique, mais aussi du point de vue de l'idée, du concept, non? Donc, tu as cherché à rattacher l'art visuel avec le corps, avec les sensations, avec les émotions, avec la nature aussi, avec tout ce qui implique le monde dans lequel nous vivons et qui est un monde fait justement de toutes ces choses qui très souvent sont très difficiles à, à, à conserver dans un plan et dans une toile, n'est-ce pas? Donc, C'est ça, on n'a pas que des yeux, on a des mains, on vit dans une troisième dimension, on pense, on ressent. Donc, c'est contenter que de peindre ou de représenter ce qu'on peut voir. Parfois, c'est un peu court. Ça, c'est un mhm, besoin, en fait, de pouvoir élargir tout ça. oui, On ne peut en pas être effet. une seule chose, non? Comme en tant que femme, c'est encore pire, n'est-ce pas? Pourquoi Mais en bon. tant que femme, c'est encore pire? Dis-nous. Parce que je trouve que depuis très longtemps, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas comme ça, mais on est multitask. C'est-à-dire qu'on est maman, on travaille, c'est-à-dire qu'on change de casquette très souvent. Beaucoup plus souvent peut-être que les hommes. Quoique maintenant, bon, bon, c'est peut-être pas bien de le dire comme ça, mais on a cette habitude, les femmes, de changer de casquette. Non, on est docteur, on est cuisinière, on est maman, on est beaucoup de choses. Et donc, dans l'art, c'est un peu pareil, n'est-ce pas? On peut être peintre et y aller très profondément, mais on écrit, on écoute, on sent, voilà. Je suis dans l'essence de la vie quelque part, non? Je me laisse Oui, faire. oui. Bon, mais en même temps, tu as une grande ouverture sensorielle, émotionnelle, une ouverture aussi envers les autres êtres vivants, etc. Et je crois que je perçois dans ta recherche d'autres formes d'expression et tout ça, je perçois une nécessité de vivre toute cette sensibilité qui te mène vers les autres, vers la sensualité, vers l'émotivité, vers un monde
très palpitant, très vibrant, très vivant, quoi, à la fin, non? Ouais, Ouais. je pense que c'est à l'origine, c'est cette besoin des rencontres. Sans rencontre, il y a pas de vie quelque part. On peut pas rester isolé. Ça, c'est d'un côté. Et oui, enfin, je me questionne beaucoup. C'est mon ignorance, en fait, qui me mène dans plein de territoires différents. Comme celle, par exemple, de Mamarañas, n'est-ce pas? Enfin, je me Oui, suis interrogée sur les émotions et j'ai découvert un monde énorme, non? Enfin, j'étais oui, vraiment très à l'ombre de tout ça. oui. Tout à Mais on va arriver là. Je crois que ce serait bien de faire un petit parcours très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, fait. mais un peu de tes différentes aventures artistiques. Oui. Ça commence un peu, bon, je sais que ça commence pas là, mais enfin, parlons d'abord de paysages personnels, non? Tout à C'est- fait. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir de quoi on parle. Oui. Je vais partager mon écran. C'est de quelle année, paysage personnel? C'est du 98, quelque chose par là, OK. 99. Le dernier siècle. Oui, effectivement, je suis d'un autre siècle. Nous sommes tous de notre siècle pour l'instant, Ouais, voilà. sauf Ouais, les on a cette millennials, chance-là de même les dire. millennials. Oui. Le paysage personnel, c'est une série d'œuvres des aquarelles. Et donc, je me suis beaucoup questionnée surtout les regards des autres vis-à-vis de notre propre corps et comment on place l'identité au qui on est selon on se rase ou on se rase pas, les odeurs et toutes ces petites choses qui sont tabous. Et pourtant, on les a tous, mais on s'y retrouve pas. On, Mhm. on les rejette, on les rase, on se torture quelque part, non? Donc, la conférence ou cette conversation, c'est surtout en relation à la survie. Donc, mon parcours des relations entre art, survie et poésie commence à peu près à cette époque-là. Après, D'accord. j'ai créé, je vais vous montrer 5 ou 6 œuvres différentes qui vont dans ce sens-là. Donc, celui-là, il s'appelle Mon autre peau, Oui. où j'ai peint la peau sur de la peau comme frontière entre ce qu'on est et on n'est pas. C'est-à-dire, je me suis interrogée jusqu'où j'y vais, l'action de notre propre être, jusqu'où on y va. Et tout ce qu'on ressent dès l'intérieur du corps et là où on bute, c'est-à-dire notre peau. À partir d'ici, il n'y a plus de peau là. C'est-à-dire, je vis à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Là, il s'agissait déjà d'une installation. Oui, D'ailleurs, c'était une... avec la musique de Gérard Pape, non? Tout à fait. Gérard Bon. Pape, c'est un grand Oui. compositeur Oui. américain qui habite à Paris, bon, en région parisienne, et il a composé 7 pièces différentes pour chacune des groupes des tableaux et qui va de la solitude jusqu'à l'accomplissement ou la rencontre avec l'autre. Et donc, c'est un parcours tant musical que visuel où, dans une installation, on est plongé dans l'obscurité totale et la musique nous mène vers les tableaux. Dans l'obscurité totale, ils apparaissent comme ça. Et c'est la musique qui nous conduit vers cette frontière de la peau, comme si on habitait à l'intérieur d'un corps symbolique et on Mhm. se promenait là-dedans, dans l'obscurité totale. C'est une installation qui faisait un petit peu peur. Il y a même une dame qui a voulu nous faire un procès. Je sais pas, elle a eu tellement peur que... Et bon, aux États-Unis, on a eu vraiment peur parce que Oui. elle a eu vraiment une frayeur. Bon, ça c'est une autre histoire, mais j'explore les limites du corps et de Oui. jusqu'où on va et où se trouve la rencontre avec l'autre. Bon, allons de l'avant mais Oui, oui, c'est moi, j'aurais beaucoup voulu voir cette installation parce que on ça a aura l'air d'être l'occasion. vraiment fascinant. Oui, une autre installation, enfin une autre série de tableaux, une œuvre que j'avais créée, c'est Envie. Envie, tant comme j'ai envie de quelque chose, ou envie, je reste vivant. Et donc, c'est autour des sangs interdits. Les hommes, pour boire du sang, il faut une blessure quelque part. Mais pour nous, les femmes, le sang, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Donc, j'ai créé toute une série d'œuvres sur les sangs porteurs de vie. Pas Mhm. blessure, les rouges, en plus, il est magnifique. Voilà, non, c'est un peu pour la cause du sang, n'est-ce pas? Oui. Euh,
une autre, une autre installation, j'essaie de les faire vite. Oui, C'est une installation que j'ai créée aussi avec Gérard Pape qui s'appelle Vierge enceinte. Enceinte pas seulement parce que avec un bébé dedans, mais aussi enceinte parce qu'on entendait la musique de Gérard Pape qui s'appelait L'Extase de Sainte Thérèse. Et donc, c'est une installation où il y a cette déesse et tout autour, il y avait comme des mouches, que c'était des petits vagins et la musique les faisait vibrer. Donc, c'est une installation autour du désir féminin, d'enfantement ou pas. Et voilà, comment donc, survivre à ça. et la référence, c'était l'extase de Sainte Thérèse de Bernini, Oui, tout à fait. la fameuse sculpture qui est peut-être la Exactement. sculpture la plus sensuelle de tout ce qu'on a fait en pierre Depuis l'éternité, oui, depuis l'éternité, oui, c'est vrai. oui, je suis d'accord. Il y a cette, on dirait qu'elle est douce, non? Et sur mon installation, j'utilisais des laines super douces, etc. Et on peut se promener dedans. Et toutes ces petites vierges qui sont autour de cette grande qu'on voit sur l'écran, elles nous caressent un peu. C'est comme rentrer dans une sorte de sculpture sonore, vibrante et pleine de désirs qu'on ne trouve jamais. C'est très beau. Oui. Encore une fois, ça donne envie d'y avoir été. Un jour peut-être. Ben, il va falloir la réinstaller. La réinstaller, oui. Une autre des séries, c'est Mère perdue et perdue en mer. Mère avec cette double sens de mère comme une sorte d'ouragan quand la maternité nous arrive en tant que femme. C'est vraiment comme une sorte de marée qui nous submerge. Et j'ai créé aussi ces petites pierres, c'est des reproductions de mères préhistoriques pour avoir quelque chose à laquelle se saisir pour traverser cette marée de la maternité. Non? Encore une fois, la poésie visuelle m'a aidée pour ma survie, ma propre survie en tant que mère en devenir. Non? On n'est pas mère, on devient mère. Donc, cette série, elle m'a aidée à ça. Et finalement, Mais, j'ai créé... mais oui. attends, avant que tu parles de la tanière, je retiens ce mot de poésie visuelle. Hein? Je crois Tout que c'est à très fait. important. Je crois que c'est là l'un des centres de ton processus créatif, non? Oui, oui, il n'est pas que visuel, c'est pas que des tableaux, c'est pas de l'art, c'est une poésie qui va Oui. au-delà des frontières entre l'écrit, la sculpture, la musique qui accompagne. Ah, voilà, je trouve qu'on a besoin de tout ça pour rendre Oui. ces œuvres-là. Et après, donc, Donc finalement, la j'ai créé tanière. aussi La Tanière, qui est le berceau dans lequel je suis née. Et quand mes filles sont nées, j'avais ce berceau à Nancier et sur lesquels j'ai brodé des kilomètres et des tonnes de cheveux, des différentes qualités. Enfin, il y en a certains morceaux où sont des cheveux naturels, d'autres c'est poney, bon, bref. Et c'est pour reproduire cette scène invisible dans laquelle nous n'avons pas assisté. Néanmoins, on est issu de ça. On n'a pas été là quand on a été créé. Et c'est notre commencement. Donc, j'ai voulu rendre cette scène à mes filles avec le berceau dans lequel moi-même je suis née. Mhm. Et ça c'est une pièce unique. Ça, c'est une pièce unique. Oui, oui. Bah oui, L'installation se compose d'une pièce unique, non? c'est comme une sorte de sculpture dans laquelle on peut tourner autour. Il y a une poésie qui va avec aussi. Oui. Mais on ne va pas s'attarder beaucoup parce que sinon, on n'arrivera jamais au Mamalagnas, n'est-ce pas? Oh, Qui est allons-y, le allons-y. sujet du livre. Oui. Donc, ce parcours, bon, c'est ce qui m'a conduit à Mamalagnas. Et la première de Mamalagnas, maintenant il y en a 3 ou 4, mais la première c'était celle-ci qui s'appelle Pulsion créatrice, pardon. Et c'est ce sentiment que quand on est en train de créer, c'est comme des pierres qui sont, on est en ébullition, c'est la lave, non, un perpétuel Mhm. mouvement. La création, elle est la créativité et la poésie, c'est comme un bouillonnement qui vient de l'intérieur et qui jaillit dans nous. On est volcanique quelque part, non? Oui. En effet. Toute cette lave, non? Qu'est-ce qui nous pousse à créer?
C'est tout ce que l'on ressent, tout ce qu'on croit comprendre, ce qu'on ne comprend pas. Et on peut sentir beaucoup de choses, mais quoi exactement? Donc, je me suis mis à étudier qu'est-ce que émotion, qu'est-ce que sentiment, qu'est-ce qui affecte, qu'est-ce qui est humeur, passion, etc. Donc, à un moment donné, j'avais cru comprendre la différence entre ces différents mots et conceptions, mais il y en a tellement. Et surtout, dernièrement, j'ai commencé à étudier l'art-thérapie contemporaine d'un point de vue psychanalytique. Donc, ça m'a vraiment changé la vision et les différences entre émotions, sentiments, affects. Finalement, on s'en fout. Ce qui importe, c'est que l'être humain est capable d'inventer des mots pour décrire des trucs très particuliers, que ce soit émotion ou sentiment finalement. Bon, ça, c'est rentré beaucoup trop dans les détails, mais on a tous cette palette de plus de 395 émotions, sentiments, affects différents, quand en réalité, on n'emploie que 10, 12. Ah, je suis fatiguée, je suis triste, ah, je suis contente. Il y a les emojis pour ça, mais la palette émotionnelle, elle est vaste, elle est énorme et on l'ignore. Ouais. Donc, cette installation, justement, ça a été cette découverte de l'énorme palette émotionnelle que nous avons. Donc, j'ai créé un dictionnaire quelque part et dans cette installation, il y a une sorte de mère déesse qui est la mamaragne. Mamaragne, c'est un mélange entre maman et araignée. Donc, elle tricote un nid, non? C'est un mot. Donc, cette mamaragne, c'est quelque chose comme un autre sans visage dans laquelle on peut se déposer. C'est comme une sorte d'anonyme qui est là pour nous et qui a juste un point rouge entre les clavicules qui appelle à la parole. Et de l'autre côté de cette sculpture, dans l'installation, il y a des orifices par lesquels les pierres émotions, chacune enfin, cette installation, c'est des pierres, 300 et quelques pierres, avec des noms différents, dans lesquels on garde dans les corps. Donc, c'est une sorte d'exercice de sors-le de ton corps puisque ça te fait mal. Une pierre, ça pèse. Une pierre, ça fait souffrir. Et on souffre tous sans exception. Et donc, par l'arrière, on a une opportunité symbolique, une ouverture de pouvoir retirer ces pierres qui nous affligent. Oui. Et quelque chose qui me vient tout de suite Ça s'est coupé un petit peu. Est-ce que je continue? Bon, par exemple, on a parfois on a des pierres dans les reins, on a des pierres dans la vésicule biliaire, etc., non? Oui. Qui se sont formées peu à peu, non? C'est comme des sédiments, c'est des sédiments qui se déposent peu à peu. Et est-ce que tu penses que c'est comme ça avec les pierres émotionnelles? C'est tout à fait ça. En fait, il y a beaucoup de cultures qui considèrent que quand on garde certaines émotions, ça décrète des maladies. Donc, petit à petit, sédiment par sédiment, comme tu dis si bien, ça s'écrée des pierres. Cette idée d'extirper des pierres émotionnelles, ça vient un peu de cette idée de ne les garde pas, explore-les à l'extérieur de toi, parce que sinon, ça peut te rendre malade. Il y a une sorte de pensée psychosomatique, non, qui... on ne sait pas si c'est vrai ou pas, peu importe, mais symboliquement, elle parle beaucoup. Quand tu ne parles pas ce qu'il y a dans ton cœur, bah, ça te rend malade. À force de porter des pierres, effectivement, on souffre plus. Il faut une ouverture, n'est-ce pas, Et cette ouverture, ça peut être un mot, ça peut être n'importe quoi, non? Dans mon exemple et dans mon installation, je prends exemple de pierres que j'ai tricotées. Il y en a certains qui sont brodés, d'autres sont intervenus. Il y a des pierres qui sont super petites ou légères, d'autres, ça surprend parce que c'est super lourd. Et chacune représente une émotion, comme par exemple, comme par exemple celle-ci, que pour moi, enfin, ça peut représenter, pour moi, ça représente ça, mais ça peut représenter une autre pour quelqu'un d'autre, mais c'est la peur. Cette pierre, c'est une pierre de la zone Maya, et on dirait comme une sorte de petit cerveau, n'est-ce pas? Donc, c'est une pierre qui est très légère,
Et quand la peur te prend, tout se gèle, les sons se retirent, il y a le noir qui arrive. Tout ça dans une seconde. Oui, N'est-ce en pas? effet. Donc, cette pierre, elle représente la peur. Il y a une autre, par exemple, celle-ci, c'est l'agression. C'est une pierre qui est vraiment très lourde, qui porte la trace de la main qui a agressé, va agresser ou pourrait agresser. Non, l'agression, elle est toujours poignante, peu importe il y a acte ou pas, ou cause ou effet, mais elle est agressive. D'accord. Une autre pierre, c'est par exemple l'acceptation. Cette pierre, l'acceptation, elle est fragile. Ces fils d'or qui tiennent les deux bouts. L'acceptation, elle est ordonnée, mais elle est super fragile. Ça tient à un moment. Peut-être à un moment suivant, on n'accepte plus. Mais c'est un accord, non, entre plusieurs choses. Ouais. Je trouve que la façon dont tu crées des métaphores à partir des pierres est vraiment très poétique. Merci. Quand tu l'as décrit comme ça, non? Mais... Oui, enfin, merci. Voilà, il fallait trouver quelque chose qui représente le mot sans que ça soit vraiment le mot et qu'en plus, ça puisse suggérer enfin, pour aller ailleurs. Peut-être pour moi, Bien sûr. l'amour, il est rouge, mais pour quelqu'un d'autre, peut-être il est noir, tellement c'est, je ne sais pas, câlin ou je ne sais pas. Oui. Et cette Très pierre, par personnel. exemple, c'est la censure. J'ai brodé avec un fil de fer très, très dur qui tient la pierre, mais avec une force incroyable pour casser ça. Et la censure, c'est ça, c'est quand on se sent enfermé, c'est comme une sorte de prison qui nous empêche de dire, être, faire, etc. La censure, bon. Une autre pierre, c'est celle-ci, qui est la culpabilité. Parce que cette pierre, on dirait un morceau d'os, de hanche, non, avec une queue qui traîne. Donc la culpabilité, qu'elle soit réelle ou pas, ça s'ancre dans les corps, mais vraiment très violemment. Ça peut nous accompagner des années, voire toute la vie. La culpabilité, c'est un sentiment très puissant. En plus, elle est grande, non? C'est vraiment une grosse pierre. Bon, celle-là, par Oui. exemple, c'est la dépression, parce que la dépression, en fait, elle enferme. C'est aussi, encore une fois, comme une sorte de cerveau qui est devenu complètement noirci, éteint, mais en même temps, il se protège. Il est quelque part un peu feignant, non? Il se recroqueville dans sa laine et qui ose même pas sortir. Bon, c'est des représentations imagées, mais ça peut aider, n'est-ce pas? Et c'est là, par exemple, c'est le désir. C'est toujours brillant, presque ouvert, mais quand on s'approche, il y a rien. Le désir, il s'échappe tout le temps, mais il brille. On croit qu'il brille. Quelque chose que dès que tu l'as plus, mais tu en veux encore une fois. Non, c'est un coquillage ouvert et on peut même se refléter, mais il s'échappe. Et finalement, une autre pierre, c'est la réussite. La réussite, c'est une pierre qui est très lourde. Je l'ai même vernie et après, j'ai tricoté avec du fil d'or. Et elle est râpeuse, elle est dure, elle est sourde et elle se referme tout le temps. C'est-à-dire que la réussite, c'est un moment qui s'échappe aussitôt. On réussit et on veut encore quelque chose d'autre. Non, cette pierre, elle se referme, même si on peut la chérir comme une pierre précieuse. D'accord. Et finalement, j'ai voulu inclure ñañaras, c'est un mot en espagnol, et c'est un sentiment, c'est une émotion plutôt qui est très particulière. C'est quand on voit quelque chose qui nous fait peur, qui nous dégoûte, mais qui nous plaît, tout en même temps, et on sent au bas, à côté du périnée, une sorte de pression qui rayonne et qui disparaît aussitôt. D'accord. Donc, toutes ces pierres représentent des émotions, sentiments, etc., que nous employons, mais il y en a d'autres sur lesquelles nous n'en savons rien. Il y en a d'autres, nous n'en voulons même pas savoir, ni entendre parler. Il y en a d'autres qu'on chérit comme des pierres précieuses, n'est-ce pas? Donc, ce sont des paroles et des paroles et des paroles. Et donc, lors de cette installation, il y a eu un truc très curieux, c'est que les gens ils ont pris cette installation comme un rituel cathartique, qu'il a été présenté comme ça.
Et chacun il a eu une approche personnelle. Je ne sais pas quelles pierres ils ont pris, je ne sais pas non plus quels sentiments ils ont voulu délapider, non? Cette action artistiquement, symboliquement de sortir une émotion. Mais c'était vraiment très impressionnant de voir le public dans l'exposition vraiment s'y prendre au jeu. Donc ça m'a questionné Mhm. aussi sur la place de l'émotion dans notre société en général. Enfin, je pense qu'on n'a plus des espaces où l'on puisse aller explorer justement ça pour soi. Oui. Non, c'est très frappant hein, de voir la réaction des gens. Oui, enfin, ils sont vraiment pris au jeu. Je pense que, bon, ça permet une ouverture poétique et ça parle quelque part, non? Et Mhm. bon, c'est le but de l'art finalement, non? Si ça parle, Ben oui, en effet. Oui, c'est tout à fait ce que tu dis, une expression poétique qui touche évidemment. Je crois que la recherche de la poésie, finalement, c'est exactement ça. C'est essayer de trouver la, la façon alternative d'atteindre les fibres les plus intimes de l'être humain. Et je crois que toi, justement, ce que tu fais dans ton art, c'est chercher une façon de dire des mots, mais qui ne signifient pas ce qu'ils signifient dans la vie quotidienne, et de trouver des combinaisons de mots, enfin, mots, je veux dire aussi, évidemment, façon de, image. Ouais. oui, même technique ou comme ce que tu voudras, non? Expression, peinture, etc. Mais de faire des mots qui sont absolument atypiques, qui ne s'insèrent pas dans le langage commun et qui donc, en brisant le langage commun, amène à une réflexion, amène à un sentiment, réveille les émotions, réveille les sensations aussi. Euh, donc, euh, c'est vraiment de la poésie visuelle, effectivement. Tu vois, j'avais bien relevé le mot tout à l'heure. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, bon, Bon, finalement, cet livre, c'est un long parcours entre, bon, de toutes ces pierres. Hein. C'est comme une sorte, voilà, de dictionnaire d'émotions, sentiments, etc. Que ça peut déjà apprendre qu'il y a diverses manières de s'exprimer. Parfois, mhm, on peut sentir quelque chose et tout d'un coup, bah, on ne connaissait pas ces mots, on ne connaissait pas cette... voilà, c'est un parcours énorme de tout ce que j'ai pu trouver. Il y en a d'autres en plus. Entre-temps, de mes lectures, bon, il est incomplet, complet, mais voilà, mhm. c'est le livre. Donc finalement, pour moi, art, poésie et survie, on s'égare tous, n'est-ce pas? On a tous des états d'âme, on souffre tous, mais il faut quand même aller un petit peu plus loin de smileys et de cette inquisition du bonheur, non? Il faut obligatoirement être bien. Et au contraire, vivre notre vie émotionnelle avec tout sa large palette, parce que toutes les émotions, tous les sentiments, ils sont là pour quelque chose. On est divers, on est singulier. Il y a beaucoup de choses qui sont innombrables encore. Et Ouais. la vie, elle est vraiment merveilleuse, non? Pour ça. Et Oui, la et puis poésie, quelque chose que tu fais aussi ressortir, c'est le fait que les émotions, qu'elles soient, enfin, négatives, positives, bon, je crois que ce terme n'a plus de sens, non? tout à Mais fait. toutes les émotions, même si elles font mal, même si elles mènent au désespoir, même si, finalement, c'est des manifestations de la vie, non? Exact. Et, et Qui nous donc, amènent à un schéma, non? Qui vont se transformer on ne sait pas, en fait. ouais, ouais. Justement, moi je disais, enfin, après toutes mes lectures aussi, par rapport à mes études actuelles chez Profac, etc., c'est ce que l'on ne peut pas exprimer et qui échappe à la cause et effet. Ça, je te tape, t'as mal. Mais tout ce qu'on ressent, en fait, il n'y en a pas de cause et effet. Ouais. C'est des trucs qui nous submergent, qui surgissent, qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait même pas la nommer. Mais et pourtant, c'est là-dedans.
c'est ce qui nous pousse à vivre ou pas à vivre. Oui, Donc, et la palette, elle est vraiment géante. C'est impressionnant. Hein. oui, en effet. Et je crois que cette palette, tu t'en sers très bien et tu en fais une espèce de peinture émotionnelle, une espèce de poésie émotionnelle qui est vraiment richissime. Et pour moi, ça a été vraiment une grande découverte parce que j'ai bien exploré l'univers de la performance, de l'installation, de toutes les différentes formes de l'art contemporain. Et je n'avais jamais trouvé une façon aussi transparente, aussi claire de donner une motivation à l'expression conceptuelle, non? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions conceptuelles qui sont claires, qui sont ciblées, non? Mais, mais parfois, la justification est un peu retorse. La justification n'est pas ne va pas de soi, n'est pas vraiment naturel, non? Tandis que chez toi, je trouve que vraiment, tu passes dans l'exploration des langages artistiques contemporains, tu passes dans cette exploration vraiment de la façon la plus normale, naturelle et nécessaire, non? Oui, c'est Aussi, ça. Pour moi, c'est hein? nécessaire. Moi, je m'attarde pas sur les commentaires, par exemple, de l'actualité. Il y a beaucoup d'art qui a en relation avec la politique ou avec ce qui se passe dans le monde. Ou bon, moi, mon art, je me suis toujours attachée à cette impression que j'ai qu'on est exactement les mêmes êtres humains qu'à la préhistoire. On a plus d'outils, on a plus d'informations peut-être, mais on est exactement la même personne. C'est-à-dire, Oui, l'être humain, il est atemporel. mhm, c'est J'ai ça. toujours travaillé autour de ça. C'est peu importe quand ou pourquoi ou de quelle couleur. Enfin, euh, pour moi, c'est atemporel. C'est bon, voilà. Je travaille autour de ça. Bon. Restons sur cette déclaration magnifique que je trouve vraiment très intéressante. Et C'est bon, beau. je parlais de ton travail comme une philosophie de l'art. Je crois que c'est carrément une philosophie à travers l'art. C'est complètement autre chose. Et bon, merci beaucoup. Le temps est terminé. On n'a plus du tout de temps maintenant. On a même dépassé un peu le temps. Oui, non, moi, je Si suis le désolée. temps Merci peut se beaucoup. dépasser, n'est-ce pas? Oui, Hein? exactement. Mais bon, mais ça a été vraiment magnifique pour moi et je pense que pour tous les auditeurs, ceci n'est pas seulement une petite conférence d'une artiste, c'est vraiment une expérience à vivre. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui auront accès à cette conférence, à cette vidéo et ça vaut vraiment la demi-heure que ça dure, c'est de l'or. Hein? Merci Bon, beaucoup, Raphaël. Vraiment, je suis vraiment. Voilà. bon, Merci. Et bon, merci. Écoute, bonsoir et bonjour où que vous soyez et à une prochaine fois. Merci beaucoup aussi à Monica et à tous les organisateurs, à Rocio. Vraiment, c'est un espace privilégié d'être ici et merci à toi pour tout ton temps et ta pensée. Et, et génial, j'espère on pourra en refaire une autre bientôt. Hein? bien sûr. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.